On va pouvoir commencer donc. Alors déjà, merci à tous d'être là. Bonsoir à tous et merci beaucoup à Vanessa et au Centre Mosaïque pour l'organisation. Merci à toi En tout cas pour l'organisation de cette conférence donc, qui va parler des chasseurs-cueilleurs et de comment ces populations nous voient, nous, en tant qu'occidentaux, en tant que, humains, modernes, dans notre société civilisée, voilà. Alors moi, je m'appelle Hélène et pour me présenter brièvement, pour pas perdre trop de temps, je peux dire que ce qui m'a motivée moi personnellement depuis toujours, c'était ma question existentielle, on peut dire, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est tous fous en fait, pourquoi on est tous fous. Depuis petite, j'avais l'impression d'être entourée de fous. Ça s'est empiré à l'adolescence, j'avais plein de questions, évidemment j'avais aucune réponse. Et puis il y avait une chose que je savais quand même, c'est que depuis toute petite, quand je me sentais pas bien, il suffisait que j'aille dans la nature, que je prenne l'air, que j'aille me promener en forêt, que je sois au contact d'animaux. Et ça allait mieux. Donc il y avait toujours cette espèce de dichotomie à l'intérieur de moi, de dire ok, qu'est-ce qui fait que dans la nature ça fonctionne, je me sens bien, qu'est-ce qui fait qu'avec les membres de ma propre espèce, je me sens mal, et ça va pas. Voilà, donc c'était un peu la quête de ma vie. Alors je suis passée par plein d'étapes, mais toujours avec ce fil directeur en fait. J'ai été prof de biologie, sciences de la vie et de la terre, j'ai fait de l'agriculture biologique, j'ai travaillé avec des jeunes en difficulté, avec des animaux comme médiateurs. Voilà, mais toujours en essayant de combiner ces deux réalités, en fait, la nature dans un côté qui fonctionne et puis le monde humain qui, d'un autre côté, fonctionne pas, en fait, d'après ma perception. Et j'ai écrit un livre qui est ici, qui s'appelle Homo Captivus, qui est un peu la résultante de toutes ces expériences, toutes ces années de recherche. Et je dois dire quand même que en parallèle, j'avais dès les 26 ans, j'ai vécu un éveil spirituel un peu radical et une démarche du coup intérieure depuis 26 ans jusqu'à aujourd'hui qui m'a amené moi-même à me réfléchir sur ma propre folie, sur mes propres dysfonctionnements, mes propres mémoires, j'ai vraiment cheminé en fait intérieurement en parallèle de cette recherche qui était extérieure. Donc il y avait ces deux aspects qui se sont en fait combinés. Voilà, donc ça c'est pour la petite présentation. Alors je vais quand même définir dans un premier temps ce que c'est qu'un chasseur-cueilleur, parce que tout le monde sait peut-être pas. Je vais pas définir ce que c'est qu'un homme occidental. Je pense que ça on sait tous, à peu près. Alors les chasseurs-cueilleurs, en fait, ce sont toutes les populations indigènes qui vivent. Alors il en reste évidemment très très peu à l'heure actuelle parce qu'elles ont été beaucoup décimées par la civilisation justement. Mais ce sont les populations qui vivent encore insérées dans les milieux naturels, qui vivent encore donc de la chasse et de la cueillette, comme leur nom l'indique, mais aussi de la pêche, et qui sont nomades. C'est des populations qui vont donc, on va en retrouver à l'heure actuelle chez les aborigènes d'Australie, on avait les Amérindiens, les Mongols, les populations telles que les Maasai en Afrique, etc. Toutes ces populations qui vivent encore en équilibre avec leur milieu parce que c'est des groupes d'une quinzaine jusqu'à 30 individus à peu près, mais il n'y a pas de croissance en fait démographique dans ces populations, ça reste à l'équilibre stable. Et c'est des populations donc nomades et qui ont une façon évidemment une culture qui est complètement, aux opposés de la nôtre. C'est ce qu'on va voir maintenant et en quoi ces populations peuvent nous apprendre ou nous donner des clés à nous, en fait, par rapport à notre propre culture et nos propres dysfonctionnements au sein de notre culture. Voilà. Donc, on va faire juste un petit peu d'histoire. Le premier choc culturel réellement important entre des occidentaux et des chasseurs-cueilleurs, ça va avoir lieu en 1492 avec la découverte des Amériques par Colomb. Faut savoir qu'à cette époque-là, déjà, il n'y avait plus du tout de chasseurs-cueilleurs en Europe. Ils avaient été décimés depuis bien longtemps par l'expansion des civilisations qui se sont succédées depuis le néolithique, c'est-à-dire moins de 10 000 ans avant notre ère, c'est-à-dire quand
les premières sociétés sédentaires ont commencé à se développer. Au fur et à mesure, elles ont expulsé de plus en plus loin, dans des espaces de moins en moins intéressants, les chasseurs-cueilleurs, en fait, sur le continent européen, jusqu'à les exterminer. Oui, il y a eu beaucoup d'extermination, mais c'est surtout qu'ils avaient plus de niche écologique. En fait, ils avaient plus de territoire disponible. Donc, quand Colomb et ses bateaux débarquent sur le sol américain, ils vont rencontrer, en fait, la conscience européenne rencontre la conscience des populations chasseurs-cueilleurs. Et je vais pas rentrer dans les détails, mais que vous connaissez tous et que vous avez tous vu en histoire, de comment nos amis, nos ancêtres, ont été à la fois condescendants, dans un espèce de complexe de supériorité extraordinaire, et qu'ils ont du coup décidé que ces populations-là c'était très bien, mais que quand même elles n'étaient pas très évoluées. D'ailleurs, on les appelait primitifs. On s'est même demandé à l'époque si ces populations avaient une âme, si c'était des esclaves naturels. Quel bel oxymore. C'était vraiment la question de savoir, ils sont esclaves naturels, ça veut dire, en gros, on considère que c'est des gens qui n'ont aucune autre qualité que leur vigueur physique, en fait. Voilà. Ils sont trop stupides pour qu'on puisse en tirer quoi que ce soit d'autre, donc on va les exploiter. On va refermer la parenthèse, j'ai pas envie de m'étendre sur la vision occidentale que tout le monde connaît, mais je vais plutôt poser la question à l'envers, c'est-à-dire, mais ces populations-là, en fait, qu'est-ce qu'elles ont pensé de nous quand on est arrivé là-bas? Qu'est-ce qu'elles ont dit de nous? Alors, c'est clair que, évidemment, elles ont été sidérées par la technologie des colons occidentaux. Les armes de guerre, la métallurgie ne connaissait pas du tout le métal. Donc, imaginez des espèces de soldats qui arrivent sur des chevaux. Ils ne connaissaient pas les chevaux, hein. Même si dans les films cow-boys indiens, ils nous montrent les Indiens sur des chevaux, ce qui est vrai, mais en fait, ils ont domestiqué les chevaux à partir du moment où les colons ont amené les chevaux sur le territoire américain. Il n'y en avait pas au départ. Ils avaient disparu depuis très longtemps. Donc ils arrivent des grands machins comme ça sur des chevaux, avec des casques, avec des armures, avec des armes de guerre, etc. Évidemment, ils hallucinaient, quoi. Ils se demandaient ce que c'était que ce truc-là. Ensuite, évidemment, les colons se sont installés, donc ils ont commencé à construire. Alors c'est pareil, avec la technologie quand même dont on disposait déjà à l'époque, qui était déjà beaucoup plus développée que ces populations-là, qui n'ont pas du tout en fait de développement technologique. Donc pour eux, c'était sidéré par tout ça. Mais très tôt, ils ont quand même compris que cette technologie, elle était très mauvaise pour la Terre. Il y a des écrits de l'époque, donc du 15e siècle, 16e siècle, où évidemment il y a eu quand même des échanges culturels, et il y a des occidentaux en fait qui ont relaté des paroles de natifs amérindiens et qui disaient par exemple cette nation c'est comme un espèce de torrent qui déferle, qui sort de son lit et qui dévaste tout sur son passage. Et cette nation, elle envahit le monde, la terre, avec plein de rebuts, avec des déchets. Ils avaient déjà cette vision-là. Ils comprenaient la technologie, que c'était évidemment, ça les dépassait, mais ils comprenaient aussi le côté mauvais, en fait, pour l'environnement. Bon, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Mais surtout, ce qui va d'autant les sidérer, c'est le comportement des Occidentaux. C'est le comportement parce que c'est l'état d'esprit en fait des colons, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas et pour eux c'est hallucinant. C'est complètement déconnecté des lois de la vie. Et en particulier, le désir de posséder, disait-il, est chez eux une maladie. Le désir de posséder, l'avidité des colons, cette envie de prendre tout ce qu'ils trouvaient là-bas, l'or, les épices, tout ce qu'ils pouvaient ramasser, accumuler, engranger, ramener en Europe, qui prenaient aux locaux, pour eux c'était mais qu'est-ce que c'est que ce peuple, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Et ils ont même alors en amérindien, en cri, il y a même un mot qui s'appelle, et on dit le mot pishtako, c'est un mot qui appartient à leur langage pour définir comme ça un espèce d'esprit avide, un esprit de possessivité, d'avidité, qui va chercher à dominer les autres et à les terroriser pour prendre leurs biens.
Et ce qui est très curieux, c'est qu'on va retrouver un mot en quechua des Andes péruviennes. Ils utilisent un autre mot pour définir, alors je sais plus le mot en tête, je cherche depuis tout à l'heure, mais je me rappelle plus. C'est huetico, je crois. Mais je suis plus sûre. Mais c'est pour définir exactement la même chose. C'est un esprit, exactement la même chose. Ils vont avoir un mot pour définir cet état d'esprit d'avidité qu'ils ont découvert chez les Occidentaux et qui n'existait pas chez eux. Donc voilà, alors ça d'un côté. Et il y a d'un autre côté, il y a aussi quelque chose qui va les choquer profondément. C'est tout ce qui concerne le mensonge, la propension à mentir, tricher, manipuler. Alors ça c'est pareil, ils connaissent pas, et pour eux c'est le signe d'une extraordinaire indignité. Ils considèrent que c'est une forme d'indignité. Ces hommes sont indignes d'être des hommes, de se comporter de cette manière-là. Donc c'est quand même assez fort. Alors juste, je précise une chose, c'est que quand ils parlent de l'état d'esprit d'avidité, ils disent bien que pour eux, dans leur état d'esprit, dans leur façon de voir, c'est un esprit qui s'empare des hommes. Ils n'ont jamais dit que c'était la nature humaine des Occidentaux. Ils disent, c'est important de le préciser parce que on a tendance à dire oui, la nature humaine, c'est ça. Mais non, pour eux, c'est pas la nature humaine du tout ça. Pour eux, on était possédés. On est toujours, j'imagine, possédés. Donc voilà, ça c'est pour en fait, comment ils nous voient au moment où ils vont nous rencontrer. Alors il y a encore une chose qui va les sidérer encore, si ce n'est davantage, c'est il faut savoir qu'il y aura des indigènes qui vont voyager en Europe ensuite. Il y aura des échanges culturels. Il y a des chefs amérindiens, des chefs canadiens, des chefs, même pas que, simplement des membres de ces populations-là qui vont visiter l'Europe au XVIe, XVIIe siècle, plutôt vers le XVIIe siècle. Montaigne, par exemple, dans ses essais, il relate les paroles d'un Amérindien qui visite l'Europe et puis qui lui dit des choses. Et surtout, ce qui va les impressionner à ceux qui vont visiter l'Europe, c'est notre structure sociale. C'est cette espèce de modèle pyramidal, avec des relations hiérarchiques, avec, en plus, à cette époque, au Moyen-Âge, c'est des relations complètement figées, c'est-à-dire vous naissez paysan, vous serez paysan toute votre vie, vous naissez noble, vous allez être noble toute votre vie. Donc il y a toutes les relations comme ça on est étriqués comme ça au sein d'une société qui nous donne un rôle et puis qui nous fige dans quelque chose. Et pour eux, donc ça c'est hallucinant, ils comprennent pas. Ils comprennent pas pourquoi il y a autant d'inégalités, pourquoi il y a autant d'injustices. Ils disent voilà, ces populations, elles font des lois que les riches peuvent ne pas respecter, alors que les pauvres doivent les respecter. Et ils hallucinent de voir autant d'injustices. Pareil, de voir des pauvres, autant de pauvreté dans les rues et cette différence de niveau. Ils disent parfois, vous avez des gens qui sont sous le repas de toutes choses, ils débordent d'argent, de possessions matérielles, et chez les nobles, etc., bien sûr. Et d'un autre côté, vous avez des mendiants dans les rues qui n'ont rien. Comment peuvent-ils vivre avec de telles inégalités, de tels niveaux d'inégalité? Et puis, il y a aussi l'aspect de la liberté. Pour eux, ils ont l'impression qu'on n'est pas du tout libre en Occident. Ils diront... nous, on a l'entière disposition de notre corps, on peut faire ce qu'on veut, on ne dépend de personne, sauf du grand mystère. Ce qui s'appelle le grand mystère, c'est donc en fait la force de l'univers qui relie tout, on en parlera un petit peu plus tard. Et il dit, vous, occidentaux, comment vous vivez? À chaque fois, vous êtes simplement des esclaves et des valets, et vous avez au-dessus de vous des gens qui vous donnent des ordres, et vous êtes obligés d'obéir, quoi. Et puis, vous êtes libre de rien du tout. Vous n'êtes pas libre. Donc voilà un peu les réflexions que vont faire les natifs quand eux vont visiter l'Europe. Alors, ce qu'il faut savoir, et en général c'est très peu connu, c'est que ces questionnements en fait, qui vont être amenés par les natifs quand ils vont visiter l'Europe, c'est en grande partie à l'origine de la philosophie des Lumières.
Parce que c'est exactement les questions, en fait, c'est comme si je prends la conscience européenne de l'époque, elle connaissait pas autre chose que sa manière de vivre, à elle, en fait. Il y avait pas, on connaissait, donc on pensait que c'était normal, que c'était comme ça, et tout fonctionnait comme ça, et c'était ok. Mais quand d'autres populations viennent et disent, il y a peut-être d'autres façons de voir, pourquoi, c'est vraiment pourquoi ils posent des questions, ces êtres-là. Pourquoi les inégalités, l'injustice, c'est quoi pour vous la liberté, le travail, ils sont éberlués aussi par le travail, ça les hallucine aussi. Mais vous travaillez comme des fourmis, ils diront aux Occidentaux. Et ils diront même, nous ne voulons pas travailler parce que le travail, ça fait qu'on n'a pas le temps de rêver, et la sagesse vient des rêves. Donc c'est tout un raisonnement évidemment qui parle pour nous et aux antipodes, mais on connaît rien d'autre en fait, on ne connaît rien d'autre à l'époque. Voilà. Donc, alors j'ai perdu un peu le fil. Oui, voilà, sur les Lumières, je reviens là, parce que ces questions, en fait, c'est les grandes questions de la philosophie des Lumières. Je ne sais pas si vous vous rappelez vos cours de philo, le travail, non. Un petit rappel. Un petit rappel. Le travail, la liberté, qu'est-ce que c'est que l'égalité? C'est les grands principes après qu'on va retrouver dans la modernité. Drapeau français, liberté, égalité, fraternité, c'est les grands principes de la philosophie des Lumières. Et donc voilà, ce que je voulais dire, je retrouve mon fil, c'est comme si on amenait dans la conscience occidentale cette possibilité d'auto-questionnement, de se poser la question sur soi-même. Mais c'est vrai ça, pourquoi on fait qu'on fonctionne comme ça? Et pourquoi est-ce qu'on est comme ça enfermé dans ce truc pyramidal? Et pourquoi? Et de cette réflexion, évidemment, va naître, quelques siècles plus tard, les révolutions politiques, sociales et industrielles qui ont lieu un peu partout en Europe, et on va basculer, notamment en France très violemment, de la monarchie qui représentait cet ancien système à la démocratie, république et compagnie, qui sont en fait l'incarnation de cette nouvelle vision du monde qui a été amenée par les Lumières. Donc voilà. Alors, juste, je parle de philosophie politique un tout petit moment. Je suppose que vous connaissez tous Thomas Hobbes et j'imagine, non? Ça vous dit rien? Le contrat social. En gros, pour résumer sa pensée, alors, je vais aller dans l'ordre. Nous, occidentaux, disons, on s'est amené à se poser ces questionnements-là à l'époque des Lumières, mais en aucun cas on ne s'est véritablement intéressé concrètement aux populations chasseurs-cueilleurs en se disant ils ont peut-être des clés pour nous, quoi. Non, ça à l'époque c'était pas possible. C'était impossible à penser. Pour nous c'était des primitifs, des sauvages, et ils avaient rien à nous apprendre, en gros. Faut savoir quand même que quand les colons ont découvert les Amériques, ils n'ont pas découvert que des chasseurs-cueilleurs. Il y avait là-bas aussi toutes les civilisations précolombiennes, c'est-à-dire les Mayas, Incas, les Aztèques, et c'était des civilisations qui étaient déjà très sur le déclin et qui malheureusement pratiquaient le cannibalisme, l'inceste des classes d'élite, je sais plus quoi d'autre encore. Quand les Occidentaux ont découvert ça, évidemment, ils étaient horrifiés. Mais le problème, c'est qu'ils ont mis tout le monde dans le même sac. Pour eux, les indigènes, c'était toutes ces populations-là, donc c'était tous des sauvages, c'était tous des cannibales, c'était tous des mangeurs d'enfants, c'était tous... Donc évidemment, on ne pouvait pas imaginer qu'il pourrait être un modèle pour nous, pour quoi que ce soit. C'était pas du tout l'idée. Et d'ailleurs, donc, pour revenir à la philosophie politique, à partir des Lumières, on s'est dit, voilà, ces populations, c'était nos ancêtres. Et c'est vrai que si on reprend l'histoire de l'humanité, on a vécu, à peu près l'histoire humaine, c'est 300 000 ans, on peut considérer plus ou moins. Et on a vécu 290 000 ans en tant que chasseurs-cueilleurs. Donc c'est énorme, c'est 99% du temps de notre espèce en fait. Donc pour les modernes, à l'époque des Lumières, c'était oui mais ça c'était primitif, on vivait comme ça avant, et quand on était à l'état de nature comme ça, on était
violents, agressifs, on était des sauvages. Et heureusement, Dieu merci, qu'il y a eu la civilisation pour amener des lois, pour amener un État qui nous a permis de nous faire vivre ensemble, en fait. Voilà, ça c'était la vision des Lumières. Alors, à l'heure actuelle, j'arrive au présent maintenant, après 250 ans d'expérimentation de modernité, donc maintenant on est des occidentaux modernes, c'est génial, ça fait 250 ans qu'on a laissé tomber l'ancien système féodal et puis qu'on a créé quelque chose de nouveau en se disant bah oui, la modernité c'est ça, c'est la capacité pour l'homme de s'auto-définir, de définir par lui-même les normes de sa propre existence. Donc on s'est débarrassé de l'Église, on a dit non, mais tout ça, poubelle, humanisme, nous on va faire mieux, on était enfermés, on n'était pas libres, on était malheureux, mais ça c'était avant, c'était la religion, c'était voilà. Nous on va créer un système moderne et ça ira mieux et ça va être génial et on va être super tous heureux. Bilan après 250 ans d'expérimentation. Pas faux, ouais. Et surtout, si on reprend les grandes problématiques que eux ils voyaient dans notre structure sociale, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en réalité? Système pyramidal, hiérarchique, avec des inégalités, on n'arrête pas de nous parler de ça à la télé en permanence, avec la pauvreté tout en bas, des ultra-riches tout en haut, des gens qui sont en souffrance, qui prennent des antidépresseurs, qui sont addicts au travail, qui sont en burn-out, qui sont... Alors c'est vrai qu'il y a eu le progrès, il y a eu la technologie, et je ne vais pas cracher dessus, et c'est génial, ça a permis aussi de... On ne va pas non plus tout rejeter, mais dans les grandes lignes, on se retrouve avec les mêmes problèmes qu'avant l'étape de la modernité. Donc, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas dans la civilisation avec un C majuscule. Parce qu'en réalité, toutes ces problématiques-là, elles sont déjà présentes dans n'importe quelle civilisation, même depuis le départ. C'est-à-dire, il y a 10 000 ans, on prend les premières villes-États, les premières cités civilisées, sédentaires, qui vont se développer en ville et puis qui vont grandir comme ça. Il y a déjà le verre est dans le fruit, si je peux dire, parce que c'est déjà les mêmes problèmes. Elles sont pas durables. Toutes ces civilisations, elles sont fondées sur la violence à travers les conquêtes de territoires, les invasions, l'exploitation des populations, notamment les plus fragiles, les plus faibles. La destruction de la nature, elles étaient déjà pas durables. Quand ils nous parlent à l'heure actuelle de durabilité, de faire... Alors évidemment que c'est important, mais le problème, c'est que déjà, il y a 10 000 ans, elles étaient déjà pas durables. C'est déjà pas un système durable de la façon dont on l'a créé au départ. Elles étaient déjà, les premières villes-États, déjà plus consommatrices de ressources qu'elles étaient capables de laisser le temps à l'environnement de se régénérer. Donc, le problème, il date pas d'hier. C'est pas d'aujourd'hui, quoi. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on peut se poser la question, on peut revenir en fait à la même question des chasseurs-cueilleurs. À nouveau, on peut faire revenir cette même sagesse et se dire, mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez nous? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui fait que... Enfin... Voilà. Donc, dans les années 90, il y a une nouvelle branche de la psychologie qui s'est développée, notamment aux États-Unis. Alors ici, il y a eu très peu, ça a été très peu développé, mais ça s'appelle l'éco-psychologie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non, hein, c'est très peu connu, très peu. Sauf, outre-Atlantique, oui, mais c'est pas vraiment arrivé en Europe. Mais c'était intéressant parce que c'était une branche de la psychologie qui, justement, au lieu de considérer que les individus qui étaient en souffrance, ils avaient seulement un problème à titre individuel, en fait, on va dire, et qu'il fallait les aider à s'adapter à la société dans laquelle ils étaient. Eh bien, l'éco-psychologie a dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si les individus, en fait, elle prend le problème à l'envers. Elle se dit les individus sont malades, ils sont pas bien, ils sont en souffrance.
parce qu'ils essayent de s'adapter à une société qui est malade. En fait, c'est la société qui est malade et en fait, toutes les problématiques des individus, ce sont des tentatives d'adaptation pour tenter de fonctionner dans une société qui est malade. Et pourquoi cette société elle est malade? Parce qu'on a perdu la connexion, le lien avec la nature. On a perdu ce que les chasseurs-cueilleurs avaient conservé, c'est-à-dire ce lien avec cette matrice mère, avec cette nature originelle et son fonctionnement naturel. Et que tant que ça s'est cassé, en fait, on ne peut pas... tant que ce lien est rompu comme ça, l'homme ne peut pas être bien et la planète non plus, parce que forcément la guérison de l'un dépend de la guérison de l'autre. Et donc il y a plusieurs auteurs qui sont dans cette même ligne de pensée que l'éco-psychologie, notamment des gens comme Gabor Maté, que je crois qu'on connaît, il y a d'autres gens qui connaissent Gabor Maté, pareil, qui malheureusement n'est pas traduit en français, mais qui a une pensée similaire. Lui, il parle d'une société qui est toxique. Nous sommes dans un milieu de culture. C'est comme si notre culture, c'est comme un milieu de culture qui, en fait, ne répond pas aux besoins des individus. Pourquoi? Parce que les individus, ils veulent exprimer leur vraie nature. Ils veulent être connectés non seulement à la nature, mais aussi à leur vraie nature et pouvoir exprimer cette nature, en fait. Et on vit dans une société qui ne nous permet pas ça. Et Gabor Maté, il nous dit que toutes les maladies qu'on peut avoir à l'heure actuelle qui sont dues au stress, les maladies auto-immunes, les maladies chroniques, et même il parle aussi des addictions, il dit que toutes les addictions aussi, c'est comme des espèces de tentatives de... Alors les maladies, bien sûr, c'est des symptômes d'un mal-être au sein de la société. Et les addictions, quelles qu'elles soient, que ce soit l'alcool, les drogues, l'addiction au sport, au travail, c'est comme si c'était des tentatives d'échappatoire ou de se soulager d'une souffrance de fond qu'en fait on a tous du fait d'être immergés dans une société qui est toxique dans le sens où elle ne répond pas aux besoins de notre nature ou qu'elle les entrave. Donc voilà, c'est un peu la vision de l'éco-psychologie. Alors, il y a une psychologue qui s'appelle Darcia Narvaez, un docteur en psychologie, qui a écrit un article qui est très très intéressant, qui s'appelle la règle des 99%, je crois. Enfin, si ça intéresse des gens, c'est vraiment un article très intéressant, qui justement revient à comment, en fait, si les chasseurs-cueilleurs ils ont représenté 90% de l'histoire de notre espèce sur Terre, mais c'est eux qui doivent avoir des codes pour savoir comment on doit fonctionner, comment on doit se comporter les uns avec les autres, comment on doit vivre en fait les uns avec les autres pour pouvoir répondre à nos vrais besoins, parce qu'on ne sait même plus c'est quoi nos vrais besoins en tant qu'individu, c'est quoi nos vrais besoins en tant qu'espèce. On est tellement déconnecté, tellement hors sol dans une société civilisée qui s'est déconnectée de la nature il y a 10 000 ans qu'on ne sait plus en fait tout ça. Et il y a cette idée de revenir à cette sagesse ancestrale et de se dire mais qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre? Comment on pourrait nous voir comment eux ils fonctionnent et cette fois-ci vraiment s'intéresser à eux pour de vrai. Pas seulement pour faire un auto-questionnement sur nous comme il y a 200, 300, 400 ans, mais pour se dire, ok, c'est peut-être eux la sagesse. C'est peut-être eux qui ont les clés. Donc, c'est s'intéresser à comment ils vivent, quoi. Comment ils vivent. Alors, comment ils vivent, c'est des sociétés qui sont animistes déjà. Alors, l'animisme, c'est pas une religion. L'animisme, c'est une manière de concevoir les relations aux autres, mais surtout avec la nature et avec le cosmos. L'animisme, c'est vraiment un espèce de ressenti intuitif. C'est une connaissance qui vient de l'intérieur. C'est pas quelque chose d'extérieur. C'est vraiment la connexion profonde à soi et la profonde conviction que tout dans le monde, dans l'univers, a un esprit qui l'habite. Que ce soit les êtres humains, que ce soit les animaux, les végétaux, les éléments de la nature comme le vent, etc., les pierres, voilà.
Tout a un esprit. Et il y a vraiment cette sensation que il y a un monde des esprits et un monde matériel, et que ces deux mondes sont en interrelation en permanence, qu'ils interagissent l'un avec l'autre tout le temps. Et que quand il y a une souffrance, c'est qu'il y a un déséquilibre entre le monde, la réalité matérielle, et la réalité spirituelle, entre la réalité, le monde des esprits et le monde de la matière. Donc, dans ces sociétés animistes, il y a un individu qui a un rôle clé dans ces sociétés, c'est le chaman. Tu me regardes? On refait. Et c'est pareil, le chaman, ça n'a rien à voir avec un prêtre. C'est pas un prêtre, pas du tout. C'est un individu qui va avoir une sagesse, qui va avoir une maturité d'âme, qui va avoir une connexion particulière, qui va lui permettre justement de voyager entre le monde des esprits et le monde de la matière, et d'aller faire circuler des messages comme ça entre l'un et l'autre, n'est-ce pas? On essaie. Donc c'est un être, c'est un référent en fait pour ces groupes-là. C'est un référent, c'est un être qu'on va aller voir quand on a... alors il va jouer un rôle à la fois de thérapeute, de guérisseur, au titre individuel mais aussi pour le groupe. C'est quelqu'un qui est... on va aller chez lui chercher des conseils, chercher une sagesse, chercher des confirmations aussi parfois. Et c'est celui qui va être vraiment le référent et un guide pour le groupe. Alors c'est des populations qui vivent vraiment complètement immergées dans la nature. Pour eux c'est pareil. C'est pas comme nous occidentaux où on observe la nature comme ça avec nos microscopes ou avec nos télescopes ou avec nos trucs et on observe et on regarde ce qui se passe et on se sent nous séparés en fait de la nature. Non, c'est pas ça. C'est je suis totalement immergée dans la nature, je fais partie de la nature et finalement il y a pas de séparation entre moi et les autres êtres vivants, et on est tous sur un pied d'égalité. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur non plus. Et la connexion à la nature, elle est permanente, et il y a une espèce de gratitude qui est permanente. Il y a une vision de la nature qui est très... comparée à nous qui la voyons en général comme dangereuse, menaçante, etc., eux, ils la voient vraiment comme une mère nourricière et comme une entité qui est bienveillante, qui est toujours bienveillante en fait. Donc ça, c'est une grosse différence avec nous aussi. Donc alors, c'est pareil, la compétition, nous on est dans un monde de compétition, on est hyper stressé parce qu'il faut toujours être en compétition les uns avec les autres. Eux, ils connaissent pas ça. C'est pas ça leur réalité. Ils nous disent que ceux qui vivent la compétition comme nous on fait, c'est des éloignés du cœur. Ils emploient le terme de éloignés du cœur. Parce qu'en réalité, leur vie à eux, c'est l'échange, c'est le partage, c'est la réciprocité. C'est vraiment être dans le lien à l'autre. C'est mettre le lien à l'autre au premier plan. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des conflits parfois, ça ne veut pas dire qu'il puisse y avoir des altercations entre individus, mais il y a toujours une volonté de retrouver la paix, de trouver un terrain d'entente, qu'il y ait une réconciliation derrière, parce que c'est le lien à l'autre qui est le plus important. De même, les différents groupes de chasseurs-cueilleurs entre eux, on pourrait croire qu'ils sont en conflit, pas du tout. En fait, ils sont dans des relations cordiales, parce que et d'échanges aussi, parce qu'ils savent qu'en cas de coup dur, si jamais à un moment donné il y a un manque de quelque chose, eh bien d'autres populations vont pouvoir leur venir en aide en leur apportant un supplément de leur côté. Donc il y a vraiment cet esprit d'entraide très très profondément ancré dans ces populations, beaucoup plus que évidemment que chez nous, ça va sans dire. Alors c'est une alors, j'ai dit quoi? Échange, coopération, il me manque... Réciprocité. Réciprocité, merci. Tu suis, c'est bien. Je répondais à des questions à la fin, pour voir qui suivait.
Et donc, il y a aussi une notion d'équilibre. C'est des populations qui sont en équilibre avec le milieu. Alors, c'est marrant parce qu'on aurait tendance à dire, oui, ils vivent dans le présent. Et c'est vrai, ils vivent dans le présent. Il y a très, très peu de projections sur le futur. Comme ils ont très, très peu de biens matériels, c'est toujours des choses que de toute façon, ils peuvent reconstruire si jamais ils la perdent ou si ça casse, genre des flûtes qui vont être en roseau ou des armes, des flèches en bambou, des choses comme ça. Et donc c'est très très peu de possessions matérielles. Et ils sont toujours dans une quête d'équilibre avec le milieu. Donc même s'ils vivent dans le présent, ça nous paraît hallucinant parce qu'on se dit pourquoi ils surexploitent pas les ressources, ils n'arrivent pas à prévoir. C'est pas qu'ils n'arrivent pas à prévoir, c'est qu'ils sont tellement connectés à toutes les informations subtiles qui viennent de l'environnement. Quand ils vont voir, ils vont détecter, par exemple, s'il y a une ressource de quelque chose qui vient à manquer, ils voient, par exemple, une population animale qui diminue, ou une densité végétale qui va être réduite, etc. Donc, quand ils voient tout ça, ils vont être capables de substituer une ressource par une autre. De dire, on ne va pas surexploiter le milieu. On va faire très attention. Il y a une chef amérindienne dans une très bonne interview que j'ai vue il n'y a pas longtemps avec Philippe Bovola, pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si vous connaissez. Philippe Bovola, il interviewe une amérindienne et c'est une femme médecine. Et elle explique à un moment donné que quand elle va dans la nature pour chercher des feuilles sur un arbre pour créer son remède, elle va prélever des feuilles comme ça et au bout d'un moment, elle va sentir une résistance des branches de l'arbre et elle sait qu'à ce moment-là, il faut qu'elle arrête de prélever. La connexion est tellement forte et tellement profonde qu'en permanence, elle est capable de respecter le milieu. Ils ont un tel respect et une telle responsabilité vis-à-vis du milieu que pour nous, ça nous paraît, nous on arrive, on arrache quoi. Et on se pose même pas la question et on va même pas sentir que l'arbre puisse être d'accord ou pas d'accord. Et par exemple, si je prends un autre exemple, j'ai relu un livre il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous l'avez lu, Message des hommes vrais au peuple mutant. Ça vous dit quelque chose? Ouais. Sinon, je vous le conseille. Hein. C'est une Américaine qui s'en va vivre pendant, je crois, c'est pendant 6 mois, 1 an, je ne sais plus, avec les aborigènes d'Australie et qui voit comment elle vit avec eux en fait, en nomade, voilà. Et elle explique à un moment donné que il y en a un qui, parmi ce groupe-là, sa fonction, c'est d'être le chasseur de gros gibier. D'ailleurs, c'est son nom, chasseur de gros gibier, parce qu'ils ont un nom en fonction de leurs compétences dans le groupe. C'est pas compliqué. Et cet être-là, il se réveille un matin et il convoque tout le groupe, comme ça, il est super excité, comme ça, et il convoque tous les membres du groupe. Ok ? Réunion générale. Et il leur dit, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas chassé. Je sens le désir de chasser. Donc du kangourou, là-bas, le gros gibier, c'est du kangourou. Et il en fait part au groupe. Et déjà, il faut que tout le groupe soit d'accord. Et il faut que le chaman soit d'accord. Le chef aussi, évidemment, donne son accord. Une fois qu'il a l'accord du groupe, il peut partir chasser. Il va chasser le kangourou. Donc, effectivement, lui, il va se laisser guider. Donc, ils sont nomades, ils marchent. Hein. La nana qui explique, l'américaine, elle dit, je ne sais même pas vers où on marche, mais on marche, c'est pas grave. Eux, ils doivent savoir, ils sont guidés. Le mec, il est guidé, effectivement, à un moment, il croise la route d'un kangourou, il le tue, et ils ont le repas du soir. Et pour plusieurs jours, d'ailleurs. Et c'est vraiment cette notion de, la vie me donne en permanence ce dont je vais avoir besoin. Et je suis convaincue de ça. Et quand j'ai un désir comme ça qui me traverse, je me lève un matin et je me dis j'ai le désir d'aller chasser le kangourou, c'est pas mon désir à moi. C'est le désir de l'univers, la vie à travers moi. C'est ce qu'elle veut exprimer à travers moi. Et comme c'est mon don à moi, ça s'exprime à travers moi et pas à travers un autre membre du groupe. Et c'est pareil, je vais tuer un animal, mais cet animal que j'ai tué, il était en fin de parcours sur Terre dans leur culture. C'est-à-dire, c'est un animal qui était âgé, qui voulait partir, et qui voulait faire offrande de sa vie, pas de sa vie, de son corps, de chair, à un prédateur. Et qui a donc émis cette intention lui aussi à l'univers. Et c'est parce qu'il y a cette connexion entre tous ces êtres,
en fait, en permanence, que il peut y avoir cette sensation d'être parfaitement d'accord avec les lois de la vie et parfaitement équilibré, comme ça. La dernière chose que je voulais commenter, c'est justement cette histoire le but de l'existence, en fait. C'est quoi le but de la vie? Parce que nous, quand on se le demande, on n'a pas forcément tous la réponse. C'est quoi le but de ma vie, de l'humain actuellement dans notre société? C'est quoi le but? Et eux, ils ont deux buts, en fait, très clairs. Le premier, c'est de gagner en sagesse. En fait, ça, c'est l'objectif numéro 1, c'est la croissance intérieure. C'est devenir à chaque fois plus sage. D'ailleurs, quand le jeune chasseur demande validation au chaman s'il peut aller chasser le kangourou, c'est parce qu'il sait qu'il peut y avoir des pulsions ou des désirs individuels, ça existe, hein, et que pour être sûr que c'est pas son désir à lui, égoïste, mais bien le désir de l'univers, il demande validation au groupe. Et donc, gagner comme ça en sagesse, devenir de plus en plus respectueux de cette éthique interespèce, c'est vraiment l'objectif numéro 1. Et l'objectif numéro 2, c'est pouvoir se déployer dans son plein potentiel en fonction de ses propres dons à soi. Et c'est vrai que dans les groupes, chaque individu, alors c'est vrai qu'ils ont une conscience de groupe qui est importante, mais ils ont aussi une conscience individuelle très forte. C'est-à-dire que chacun est différent et il a un rôle à jouer différent au sein du groupe et il va partager ses dons avec les autres. Et déjà, dès la naissance, en fait, ce qui est très drôle, c'est que le chaman, quand il accueille une nouvelle âme dans un corps, c'est toute une célébration qui est faite pour la naissance comme ça, et c'est le chaman qui va nommer l'enfant parce qu'il va connecter à sa mission de vie, et en fonction, toi tu seras chasseur de petits gibiers, chasseur de grands gibiers, toi tu seras celui qui coud les filets de pêche, et c'est pas toi tu seras dans le sens je décide que tu vas être ça, c'est je suis connecté à ton âme, et donc je comprends ce que tu es venu faire sur Terre, et je l'ai capté parce que lui, le chaman, il peut voyager dans les mondes de l'esprit, et il ramène à l'enfant, voici, tu es accueilli dans ce groupe, tu auras un rôle au sein de ce groupe, tu es utile à la communauté, et on te remercie. Voilà, on te remercie d'être là. Donc, effectivement, et je terminerai là-dessus pour conclure, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'on a perdu en cours de route, quoi, quand on voit ça, on se dit, mais mince, quoi, on aimerait bien vivre comme ça, retrouver tout ça, et pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, moi, en écrivant ce livre, c'était évidemment l'une des questions que je me suis posée, et je suis arrivée à la conclusion, mais je suis pas la seule, il y a beaucoup d'auteurs qui en parlent, que dans notre espèce, dans une partie de notre espèce, à un moment donné de notre histoire, il y a eu un traumatisme collectif qui s'est produit. Et que ce traumatisme collectif, il a séparé, en fait, les humains les uns des autres et les humains de la nature. Je rentrerai pas dans le détail de ce truc-là parce que ça pourrait faire l'objet d'une conférence en entier, mais il s'est passé quelque chose qui a fait que un certain pourcentage de la population humaine, à un moment donné de son histoire, a vécu quelque chose de très difficile qui aurait en fait été à l'origine de cette espèce de dichotomie comme ça qu'on va en voir maintenant entre les populations qui ont vécu le traumatisme, dont on est les héritiers en tant que civilisés, et des populations qui, elles, ne l'avaient pas vécu et qui étaient restées du coup connectées à cette sagesse ancestrale. Donc voilà, je ne suis pas la seule à le dire. Si c'est un thème qui vous intéresse, il y a Gabor Maté qui en parle très 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 bien. Il y a d'autres auteurs aussi qui en parlent, qui expliquent ça et qui disent voilà, nous sommes les héritiers en fait de ce traumatisme, et toute cette souffrance, elle provient de ces traumatismes-là. Je sais pas comment on est au niveau temps. On a commencé à quelle heure? 7h15. 7h15. Il me reste plus très longtemps, mais je vais quand même vous en citer quelques-unes parce que c'est quand même intéressant. Gabor Maté, donc j'ai pris son livre The Myth of Normal, mais malheureusement il n'est pas traduit en français, donc il est en espagnol, s'il y en a qui parlent espagnol. Vous pouvez redire le titre en espagnol? En anglais, The Myth of Normal. Ah oui. Le mythe du normal. Donc il dit la chose suivante: le traumatisme imprègne notre culture
depuis le fonctionnement personnel jusqu'aux relations sociales, en passant par la parentalité, l'éducation, la culture populaire, l'économie et la politique. D'ailleurs, une personne dépourvue de symptômes de trauma serait une exception dans notre société. Nous sommes plus proches de la vérité lorsque nous nous demandons à quel niveau nous nous trouvons dans le vaste spectre du traumatisme. C'est pour ça qu'on est tous là. C'est un peu ça. On se sent moins seul. Alors, il dit aussi beaucoup de choses qui nous paraissent normales dans notre société moderne, parce que nous y sommes adaptés depuis l'enfance, ne sont ni saines ni naturelles. Répondre aux critères de normalité tels que définis par notre référentiel socioculturel consiste bien souvent à s'adapter à des exigences profondément anormales au regard de nos besoins naturels, ce qui signifie des exigences nocives et dommageables au niveau psychologique, mental et même spirituel. Et je vous citerai un autre auteur qui s'appelle Vaughan Wilkins, qui a écrit une thèse qui s'appelle Captivité culturelle, je crois. Unculturated Captivity, c'est pareil, c'est en anglais. Tu peux donner son nom, Hélène, s'il te plaît? Vaughan Wilkins. Ouais, mais lui, il écrit en général en anglais. Alors, il dit « Nous sommes tous des individus victimes de traumatismes multiples pour être nés dans une société totalement pathologique, mais qui se croit normale. Avoir dû nous adapter à des normes traumatogènes et avoir fait face à de multiples situations contre nature tout au long de notre vie. Il est grand temps de prendre conscience que notre société est constituée d'un ensemble d'individus polytraumatisés et que notre culture est née d'un processus universellement traumatisant. Reconnaître cela, c'est rendre visibles les barreaux qui nous maintiennent prisonniers. » Donc c'est assez... voilà. Alors pour pas terminer sur une note complètement déprimante... Comment aussi les barreaux? Voilà, c'est ça, comment on fait pour ouvrir? Donc en fait, on a... tiens, d'ailleurs je terminerai là-dessus quand même. Il faut savoir que les chamans des sociétés de chasseurs-cueilleurs, ils avaient très très bien compris ce que c'était que le traumatisme, avec leurs mots à eux, mais il y a très longtemps. C'est-à-dire que quand il y avait un individu qui vivait un traumatisme, le chaman considérait que c'est parce qu'il avait perdu une partie de son âme. Il y avait une partie de son âme qui s'était déconnectée, qui était retournée dans le monde des esprits, qu'il fallait du coup faire redescendre. Et quelle meilleure définition pour définir la dissociation, quoi. C'est extraordinaire. C'est vraiment, ils avaient toutes les clés, et le chaman, évidemment, par des techniques particulières, des chants, des danses, il employait le tambour, il faisait participer tous les membres du groupe pour aider l'individu à retrouver, à faire redescendre en fait cette partie d'âme qui avait été perdue dans l'autre plan. Et il y a aussi cette notion très très importante que pour ces populations-là, la maladie, quand il y a un individu dans le groupe qui est malade, on ne va jamais considérer que c'est cet individu qui est malade. On considère que c'est toute la communauté qui est malade. Et cette personne, elle exprime le symptôme pour la communauté. Et c'est pour ça qu'en général, toute la communauté va participer au mécanisme de guérison. Parce que tout le monde est impliqué, tout le monde, de toute façon, tout le monde a des conséquences. S'il y a un individu qui est traumatisé, c'est des conséquences pour tout le monde. Et tout le monde se sent responsable de la santé de l'individu et du collectif. Voilà, donc c'est pour ça qu'on avait envie de terminer cette petite conférence par on vous invite en fait à une petite expérience de guérison collective de trauma, puisqu'on a un chaman sous la main, ici présent. On n'en a pas qu'un, on sort de... Oui, il y en a plusieurs. Il y a 2 jours de pratique. Il y a plein de femmes médecines là, qui ont répondu à l'appel. Et donc l'invitation, c'était... Alors l'invitation, est-ce qu'on fait, on a le temps de faire, d'enlever les chaises et de faire... On va faire un cercle avec les chaises, on a invité un cercle avec pour les rejoindre, chaises. elle ne sait pas encore, ça vient de me traverser. Prête à tout. Donc l'idée, ça va être de faire un cercle
Et on va aller se connecter à ce trauma collectif. Et on va faire comme il faisait et comme on peut faire à nouveau. Ensemble, on va aller au contact du trauma. On va ouvrir, je vais vous guider pendant que Vanessa jouera du tambour et qu'Hélène tiendra l'espace. Donc on ira se connecter à la terre, à la vie, au vivant, et on se laissera traverser et on invitera nos corps à lâcher tout ce qui est traumatique et qui n'est pas à nous, mais qui appartient à cet espace du collectif. Ok ? Donc tout sera bienvenu, comme dans toutes les activités qu'on a fait. On est un élément au sein d'une danse, d'une interconnexion qui nous dépasse. On se rend disponible au grand mystère. Et à travers ce cercle, on envoie dans le grand rêve, on offre au grand rêve un bout de libération et de guérison. C'est parti ? Bam.